Nouveau rendez-vous de l'émission Le Point, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir pour nous de vous retrouver à l'heure du décryptage de l'actualité aussi bien nationale qu'internationale. Ce soir, Mesdames et Messieurs, nous resterons toujours fidèles à notre principe qui est celui de recevoir des journalistes ou des analystes politiques avec qui nous allons passer au crible les sujets que nous avons retenus pour cette semaine. Parlant justement du sujet, il sera question, Mesdames et Messieurs, dans cette émission de parler en toute première partie d'émission de la problématique des grossesses scolaires, des grossesses précoces en milieu scolaire avec nos invités. Puis en deuxième partie, nous allons aborder la problématique liée aux fêtes traditionnelles dans notre pays. Et puis nous finirons en toute beauté cette émission avec le Gabon où l'opposition continue de contester les résultats issus de la dernière présidentielle. Pour nous accompagner, mesdames et messieurs, dans ce périple, nous avons sur ce plateau Didier Atoukovi. Il est le directeur exécutif de Dimension Togo. Monsieur Didier Atoukovi, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir partagé. Voilà, également sur ce plateau, nous avons le pasteur Kossi Agoudavi, qui est ancien secrétaire général du CASCOT. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, c'est le président du conseil. Le conseil président, voilà, du conseil. National. Voilà, c'est un plaisir également de vous retrouver après ce long moment d'absence. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Amen. Voilà, comme je le disais, mesdames et messieurs, nous allons parler avec nos invités de la problématique des grossesses précoces en milieu scolaire. Et pour l'occasion, nous avons des personnes aguerries. Les personnes aguerries sur ce plateau, je vais parler de monsieur Didier Atoukovi, qui a une organisation qui travaille plus dans ce secteur. Monsieur Didier Atoukovi, en entre-deux-jeux, si on vous demandait un peu de planter le décor de cette situation au Togo, que direz-vous? D'emblée, je dirais que c'est une situation alarmante, puisque l'organisation de la société civile que nous sommes, nous travaillons sur des recherches et nous avons quand même des chiffres qui sont ici, que j'avais présentés tout à l'heure, qui sont alarmants, dans la mesure où nous avons fait une étude en 2012, et dans la rentrée de 2012-2013, nous avons fait une étude et puis on a essayé de voir le nombre de grossesses dans cette année-là. Et je vous jure que c'est quand même alarmant. Nous avons un chiffre de 5343 cas. 5343 cas la seule année scolaire et qui a été enregistré sur tout le plan national. Et parmi ces cas-là, nous avons quand même 230 filles du primaire. L'école primaire, déjà, on a des enfants qui tombent grosses, ce qui veut dire que nous nous sommes dit, si on ne se lève pas tôt, nous n'allons plus avoir des filles dans les écoles. Et ce qui veut dire que nous avons rapidement commencé par contacter les organisations de la société civile. Et pour la rentrée de 2013, ou bien 2015-2016, nous avons également fait des constats. Et la seule année là, on a eu, pour l'année précédente, 7000 cas. Et 7000 cas, et donc je me suis dit, si nous nous taisons là-dessus, cela va nous poser des problèmes. Parce que les chiffres que je donne sont des chiffres que nous avons recueillis dans les directions régionales de l'enseignement au niveau des statistiques. Et donc, nous avons essayé très rapidement, en octobre 2015, rassembler un certain nombre de la société civile pour pouvoir faire une formation avec notre Profof. Et puis, avec ce fonds-là, on a demandé à ceux-là qui étaient formés d'aller sur le terrain pour pouvoir commencer par sensibiliser. Et voir cela parce que nous sommes une ONG qui est spécialisée donc, en éducation aux droits humains. Donc, si nous voulons faire les droits humains en milieu scolaire, il faut qu'on fasse les droits humains avec tout le monde. Lorsque les filles désertent les classes parce qu'ils tombent grosses, parce qu'elles sont harcelées, patati patata, il faut qu'on fasse rapidement quelque chose, raison pour laquelle, en 2015, en octobre précisément, nous avons organisé une formation, un atelier au niveau de cette Amnesty International pour former une vingtaine d'associations que nous avons lancées sur le terrain pour aller sensibiliser. Nous-mêmes, pendant la semaine culturelle de l'année qui vient de finir, nous avons fait la sensibilisation dans deux établissements et nous avons vu que c'est un travail auquel on doit accorder beaucoup d'importance parce que si nous laissons nos filles dans ce drap-là, c'est sûr que demain, on n'aura plus de gens pour nous représenter valablement parce que nous nous sommes dit que l'enfant, c'est l'adulte de demain et l'enfant, c'est la relève de demain. Pour assurer la relève que nous prétendons tant dans ce pays, il
faut plutôt qu'on prenne soin aux enfants pour pouvoir assurer la relève. Voilà un peu la situation. Voilà, pasteur, vous avez, c'est vraiment préoccupante comme situation d'apprendre que, par exemple, les chiffres ont augmenté de 5300, on va à 7000 l'année qui suit, mais c'est vraiment préoccupant comme situation, préoccupante. Justement, je remercie mon ami pour ce décryptage, cette étude qui a été très bien menée. Et disons autour de 6 000 en 2012-2013. Mais quand on évolue, ça devient plus alarmant. Des facteurs doivent militer en faveur de cet état de choses. Et la jeune fille à l'école, avec l'ensemble de ce que nous avons aujourd'hui, au niveau du cours primaire, on dénombre même jusqu'à 230 cas. Des enfants qui sont encore, on ne peut même pas encore dire adolescentes, pas encore adolescentes, mais qui arrivent à attraper des grossesses. Les parents et le système éducatif doivent s'interroger. Et la formation civique des parents, les conseils des parents, on doit s'interroger. Nous, pasteurs, on doit s'interroger. C'est une situation que nous ne savons pas, nous ne pouvons pas dire et imputer cela à l'école seulement, aux enseignants, mais c'est tout un ensemble qu'il faudrait mettre en jeu. Qu'est-ce que les parents font? Qu'est-ce que nous faisons en tant que parents? Vous allez voir que la plupart de ces jeunes filles, il y a incapacité quelque part aussi pour certains parents. Et qu'on trompe si facilement. Incapacité financière, vous voulez dire? Incapacité financière. C'est pour dire en même temps que les causes sont là. Voilà. Donc vous en venez, donc après on va en venir parce que les causes sont là. Voilà. Allez-y. Donc c'est justement très alarmant et il faudrait nécessairement qu'on décrypte cette situation et le peu de solutions que nous pouvons proposer, que cela puisse éclairer les uns et les autres. Il est difficile aujourd'hui d'avoir des associations qui militent en faveur de quelque chose dans lequel on ne trouve pas immédiatement de l'argent. Parce que tout le monde poursuit le gain, tout le monde poursuit le lucre, de telle manière que les phases ou les dimensions de la société qu'il faudra attaquer pour que la société de demain ne soit plus, cette société que nous constatons aujourd'hui, ne soit pas là. Et il faut nécessairement qu'on dise quelque chose pour activer la conscience des uns et des autres. Et est-ce que dans ces cas, nous ne trouverons pas des enseignants, nous ne trouverons pas des collègues, est-ce que nous ne trouverons pas des vieux, est-ce que nous ne trouverons pas des gens, je ne sais pas, parce que quand je sors un peu, je suis pasteur, quand je vais dans mes veillées de prière et que je reviens à la maison, ce que je constate en ville, autour des 2 heures, 3 heures. Voilà, les jeunes filles il y a la dépravation des mœurs aujourd'hui. C'est un peu difficile, très difficile. Voilà. Quelle solution amener à tout ça là? Il faudrait qu'on en parle sur ces plateaux. Voilà, monsieur Atoukouvi, j'ai une question à vous poser toujours dans ce sens, parce qu'il parlait tout à l'heure même des personnes qui sont peut-être les auteurs de ces grossesses. Est-ce que durant les études que vous avez menées, vous avez pu identifier quand même les personnes qui sont auteurs de ce genre de pratiques? Merci. Avant de détecter même les auteurs, nous avons quand même essayé de vouloir décrypter les causes. Voilà. Les causes, le pasteur vient de l'aborder. Voilà. Et puis c'est très important parce que il n'y a rien sans rien. Donc il y a quelque chose qui est à la base de ça. Et c'est là où on voudrait parler des causes. Les causes, elles sont multiples. Nous avons d'abord la pression des pères. Des élèves qui sont à l'école, ils n'ont pas besoin d'avoir un certain matériel, mais lorsque un d'entre eux a le matériel, l'autre aussi voudrait l'avoir.
Si on ne sait pas si c'est le parent qui a pu payer le portable à l'enfant, mais l'autre aussi voudrait l'avoir. Et là, quand elle veut aller sur ce chemin-là, elle va donc à la dépravation, comme vous venez de le dire. Nous avons aussi la pauvreté des parents, il a dit. Il y a des parents qui vraiment n'ont pas les moyens pour pouvoir aider les enfants à subvenir à leurs besoins. Et là, quand vous avez 12-13 ans, excusez-moi, les parents, mères, disent, bon, vous ne voyez pas vos camarades, vous ne voyez pas comment les gens font, vous venez comme demande de l'argent alors que vous êtes fille. Donc les parents contribuent il y a des parents qui contribuent. Voilà. Et il y a des parents qui contribuent, mais il y a des parents qui n'ont pas les moyens, il faut de moyens, les enfants eux-mêmes ça donne ce genre de trucs. Il y a le manque de sensibilisation, comme il a dit. Nous avons un travail sérieux à faire. Parce que comme il a dit, mettons de côté l'argent, mettons de côté le lucre, comme il a dit, mais il faut travailler pour ce pays. Et chacun à sa manière doit le faire. C'est ce que nous sommes en train de le faire. Parce que, et quoi qu'on dise, vous allez vous éterniser au pouvoir, vous allez faire, c'est un jour vous allez partir. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que après vous, le pays survive? C'est ce que chacun doit chercher à faire. Voilà. Et là, nous avons estimé qu'il faut une bonne éducation. Voilà. Il faut une bonne éducation pour pouvoir amener les gens une éducation à la base, que ça commence à la base. Ça commence à la base, même à tous les niveaux, puisque lorsque, la dernière fois, il y a un inspecteur qui dit, lui, il est fier de l'enseignement parce qu'il n'y a pas de président sans enseignant. Il n'y a pas premier ministre. Donc, ce qui veut dire qu'il faut éduquer ses enfants de manière à ce que demain, la relève soit assurée. Il y a également ambition démesurée. C'est-à-dire, et souvent chez moi, on dit il faut prendre quelque chose là où votre main, le bras atteint. Si ça n'atteint pas, il faut quand même cesser de le faire. Il y a aussi le gain facile, la pression de certains parents, comme je viens de le dire. Donc cela étant, maintenant pour les auteurs, nous avons quand même essayé de faire ce travail-là avec les services statistiques de l'enseignement. Puisque à la fin d'année, on demande au directeur d'envoyer les cas de grossesse. Et chaque établissement envoie les cas de grossesse. C'est la somme de ces cas-là que nous avons quand même pu recevoir. Mais les auteurs, comme l'a dit le pasteur, ils sont nombreux. Nous avons essayé, même les camarades et élèves, entre eux-mêmes, ils se Au primaire également? À l'école primaire, souvent c'est les enseignants, voilà. Et aussi d'autres personnes. Personnes même qui sont comme vous allez voir, nous-mêmes des fois, vous allez voir à la sortie, c'est des bagnoles qui attendent. Qui attendent les enfants. Et on les ramasse, on ne sait pas là où ils vont. Et ce qui veut dire que nous avons toutes les catégories d'acteurs qui sont auteurs des grossesses. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez mené des actions, pasteur, selon vous, qu'est-ce qu'il peut-être il faut faire? Vous êtes un homme de Dieu, vous appelez également le peuple à une certaine droiture dans la vie, c'est ça? Vous savez, on ne peut pas dire à quelqu'un d'avoir un comportement donné. Voilà. Le comportement s'acquiert lorsqu'on décide. Lorsque je reviens un peu, lorsque un jour j'ai essayé de faire un peu le tour pour venir vers votre quartier là, Déco, autour de 1h30 la nuit. Je quittais l'église et j'allais à la maison, je suis descendu pour ce que les gens disent, je peux voir. Le jour là, j'avais versé des larmes. Parce que j'ai trouvé même des filles, apparemment, je ne pense pas que ces filles peuvent avoir 10 ans. Oui, 10 ans. Apparemment, je ne sais pas. Mais quand je reste pour observer la classe de voitures qui vient prendre ces pareilles petites filles, je me suis posé beaucoup de questions. Et dans cette situation, je m'étais orienté vers une catégorie de personnes que je connais bien dans des trucs occultes. Des trucs occultes. Et je ne peux pas dire sur antenne tout ce que vous avez pu j'ai pu détecter. Et si on peut s'orienter vers ces petites filles pour assouvir sa soif de puissance, ce n'est pas affaire de sexualité là-bas, mais c'est affaire de puissance.
Parce que des prescriptions se font. Et quand ces prescriptions se font, il faut que nécessairement tu ailles vers cette catégorie de personnes pour satisfaire les désirs de la divinité, de ta puissance. Est-ce que vous voyez? Donc, ces valeurs, personne ne peut en discuter et on ne peut pas en parler de façon claire et directe sur antenne. Voilà. C'est un sujet tabou. Oui, c'est un sujet qu'on peut aborder de avec façon... tact, avec tact. Et avec ces catégories de personnes. Il y a plein de choses que nous pouvons dire à ce propos, mais on risque de toucher des niveaux plus élevés, puisque le pays est érigé. C'est comme ça le pays est érigé. Le pays est érigé en dépravation. L'affaire qui marche plus aujourd'hui dans le pays, c'est la dépravation. Et nous sommes éduqués dans ce sens. Il n'y a plus de morale. Morale n'existe plus. Et quand toi tu veux en parler, quand tu veux parler de cela, on va dire que, mais comment, toi tu es dans quel monde? Toi tu es dans quel monde et tu parles comme ça? Il faut que je parle de façon émaillée de cette manière. Et lorsque je suis devant certaines personnes, je sais ce que je leur dis. Il faut que Dieu nous aide. Socialement, on peut conseiller, on peut mobiliser des associations, on peut faire de n'importe quoi, mais le cœur de l'homme est difficile. Quand le cœur de l'homme poursuit une puissance donnée, poursuit une hégémonie donnée, et il est difficile de le tourner vers là. Voilà. Nous avons de rôles à jouer. Voilà, rapidement. Très rapidement, je remercie le pasteur pour son intervention, mais c'est un problème social, un problème, problème social, donc il faut trouver quand même des approches à ce problème-là. Je suis parfaitement d'accord avec vous quand on dit qu'il y a des puissances derrière, mais il est vrai, nous avons fait des enquêtes sociologiques. On a fait des enquêtes sociologiques, quand je le dis, c'est un travail personnel que moi je fais, puisque moi je ne me lève pas pour faire quelque chose sans quand même pouvoir faire des recherches avant. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas pasteur, mais le soir, des fois je sors. Je sors, il y a des coins où on visite, et vous allez voir ce qui se passe. Mais nous n'allons pas nous taire là-dessus. Franchement, nous n'allons pas nous taire qui est de divinité, qui est de puissance derrière. Nous allons continuer toujours à parler. Je suis sûr que quand vous parlez, vous continuez toujours à parler, ça va prendre un jour. Donc, raison pour laquelle nous avons dit qu'au niveau de dimension sociale, même avec le pasteur, c'est vrai, on va prier. Mais il faut parler aux gens. Leur parler, leur dire l'intérêt de ce qu'ils font. Et puis également, je le dis, quand on parle de grossesse précoce, nous avons un terme aussi, grossesse non désirée. Est-ce que ces grossesses précoces sont des grossesses désirées ou des grossesses non désirées? Toute la problématique est là. Maintenant, des pasteurs que vous êtes, des acteurs de la société civile que nous sommes, nous avons un rôle à jouer, et ce rôle est d'appeler les gens à leur conscience, de dire aux gens, faites ceci, parce que si on ne l'a pas fait, ce serait quand même tort que nous avons causé à l'humanité. Parce que je dis, nous sommes en train de partir, hein. Le pasteur, son âge, l'âge que j'ai ici maintenant, vous l'avez dit tantôt, nous sommes en train de partir. Mais si nous pensons que ces jeunes à qui on est en train de confier le pays, voilà, et si c'est comme ça, on va les éduquer. Je ne pense pas que le pays aurait vécu après nous. Voilà. Et donc, il faut faire un travail sociologique, il faut faire un travail de sensibilisation. Donc, il y a péril à la demeure. Il y a péril à la demeure dans la mesure où si nous ne nous levons pas d'un seul rang pour pouvoir parler, pour éradiquer ce problème-là. Et surtout, le danger, c'est un côté... Des fois, je le dis, parce que nous avons des éminentes personnalités, nous avons des éminentes personnes qui parle de quotas de la femme au gouvernement, de quotas de temps, je ne sais pas. Lorsque les filles, 7000... Est-ce qu'on peut atteindre ce quota? Ce quota-là, est-ce qu'on va l'atteindre? C'est paradoxal. C'est paradoxal. Donc, il y a un travail à faire à la base. Voilà. Je vous remercie. Tout à fait. Quand nous voyons la configuration de la population togolaise, je pense que les filles, le féminin est autour de 51%. Voilà. 51% de la population togolaise. Voilà. Et les naissances, et vous voyez, du cours primaire au collège, au lycée, jusqu'à l'université, combien de filles
arrive à franchir le truc. Malgré qu'on ait dit que, bon, pour les filles, dans certains milieux, il faut que les filles aient ces possibilités, ainsi de suite. Mais nous avons toujours ces problèmes. Et moi, je ne dis pas qu'on ne va pas faire du lobbying, qu'on ne va pas en parler. Il faut toujours en parler. Il faut toujours en parler. Mais sensibiliser, puisque en réalité, on informe la pensée, on sensibilise l'émotion et on motive la volonté. Donc dans ces trois dimensions du travail à faire, qui informe, qui sensibilise et qui motive. Et ces trois éléments, lorsqu'on les met à côté et on arrive vraiment à le faire, nous allons atteindre le bout. Nous allons atteindre le bout. Mais quand, de façon sociologique, on informe, on dit, on parle, il y a un pourcentage qui sera informé, mais qui va s'en moquer. Que non, il faut le laisser, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors que c'est cette frange-là qu'il faudra nécessairement toucher pour que notre demain soit meilleur. Effectivement, nous allons. Nous allons. Le temps que moi j'ai fait sur la terre, maintenant, s'il faut faire encore le même temps, là, je dirais à Dieu que c'est une punition. Pour d'autres, c'est pas une punition. Moi, je dirais à Dieu que c'est une punition. Alors là, il faudrait que nécessairement je puisse contribuer. Après moi est plus important que moi aujourd'hui. Mais la catastrophe qui se dessine, il faudrait que nous participions à sa dissipation. Voilà. Monsieur Atoukovi, vous avez dit que vous voyez des actions de sensibilisation. Ici, il y a quand même des résultats, des retours positifs dans cela. Retour, ou bien ce que nous appelons souvent le feedback. Il y en a, mais j'avoue que, comme l'a dit le pasteur, c'est un travail social et c'est souvent, nous le prenons souvent au niveau de dimension droits de l'homme. Voilà. Les impacts sont difficiles à voir, très cernés. Voilà. On a des effets, on a des produits, mais ce qui intéresse souvent, c'est ce que nous appelons souvent témoignages. Voilà. Il y a des élèves qui viennent vers l'ONG pour dire n'eût été votre intervention la dernière fois, je ne vais pas avoir le bleu cette année parce qu'il y a un monsieur qui m'harcelait, tout ça là, et lorsque vous avez fait la sensibilisation, au moins je me suis ressaisi et j'ai eu ça. Mais c'est une infime partie. C'est une très infime partie. C'est pourquoi nous nous demandons que ce soit un travail général. Vous, les médias, les pasteurs, les ONG, même pourquoi pas au niveau de l'État. Voilà, qu'ils puissent mettre la main dans la pâte. Parce qu'il a dit quelque chose de très important que j'ai pigé. Il faut qu'on voit celui-là qui donne l'information. Voilà. Il est qui pour me donner cette information pour que je le prenne en compte. Donc il faut donc des gens qui sont quand même écoutés, probité morale, certaines autorités, pour pouvoir donner ces informations. Et donc rien, raison pour laquelle s'il vous plaît qu'on demande à ce que tout le monde met à la pâte. C'est très, très, très important. Dernière réaction, pasteur, sur ce sujet avant de vous avancer. Non, je n'ai plus grand-chose, j'ai déjà tout dit. On espère vraiment que ça puisse changer, hein, que les générations qui vont nous suivre puissent vraiment relever ce pays, c'est ce qu'on espère. Oh, en tout cas, lorsque, vous savez, un indice de développement, c'est la dépravation. Voilà. Quand un petit village, tout le monde se connaît, et la dépravation est moindre. Une fois que la population augmente, l'indice, pour qu'on dise que le pays là se développe, la ville là se développe, c'est l'une des indices, la dépravation. Puisque c'est la première chose que les gens pensent. Créer comme affaire, c'est créer un bistrot, c'est créer un bar. Là où les gens vont boire. Faire la fête. Et je ne vous coupe pas là, je suis très content que vous ayez touché ce point. Voilà. C'est très important. On se dit, nous sommes dans un pays sous-développé où les choses ne marchent pas. Mais en fait plus. Allez, soir. Les bistrots, les bars, c'est ce qui est le plus développé. Voilà. Et qu'est-ce qui se fait dans ces bars-là? Au lieu de créer des entreprises pour pouvoir embaucher des gens, on crée là où on doit aller faire des débauches. Voilà. On va faire la fête. Non, c'est sérieux. Aidez-nous, vous les journalistes. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, on va continuer cette émission. On va parler cette fois-ci, après ce sujet très intéressant sur la dépravation des mœurs au Togo et particulièrement les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous allons maintenant parler de la problématique des fêtes traditionnelles. Depuis un certain temps, nous avons assisté à un spectacle désolant. Je vais parler particulièrement du spectacle que nous a livré le peuple guin. Et aujourd'hui, nous nous intéressons maintenant sur la valeur même, les valeurs même que qu'ont aujourd'hui nos coutumes et nos traditions. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Aujourd'hui, ici, il faut faire l'amalgame entre la tradition et la coutume. C'est un sujet très vaste qui me prend beaucoup le temps dans notre école biblique. C'est la première chose à apprécier en tant que pasteur. Parce que les cultures sont créées dans Genèse 11, verset 9. Babel. Les cultures sont créées là-bas. Et lorsqu'on parle de culture, il s'agit des langues. Le premier élément patent de la culture, c'est la langue que tu parles. Et l'habillement, comment tu t'habilles. Et l'ensemble de tout cela, on les met dans la culture. Et chaque peuple a alors une culture. Et la culture est l'âme réelle d'une personne. C'est ton identité. Tu peux aller n'importe où, tu peux comprendre le chinois, tu peux comprendre l'anglais, tu peux comprendre n'importe quelle langue dans le monde entier. Lorsqu'on commence à parler de quelque chose, si tu n'as pas la capacité de traduire ce que la personne est en train de dire dans ta langue, tu ne comprendras pas ce que la personne est en train de dire. Donc la culture est quelque chose de très important. Et les peuples doivent s'en occuper. Mais le mal est que nous transformons cette culture en tradition. En tradition. Et lorsqu'on cherche à creuser au fond de la tradition, ce n'est que une recherche accrue de la culture. Selon ma culture, ce qui est autour de moi là, peut-être Dieu que je cherche est dedans. Mon existence serait par rapport à ce grand arbre, à cette montagne, à cette eau, à ainsi de suite. Et partant de là, les gens vont chercher à se créer des problèmes en amenant tradition. Puisque tradition est liée à la religion. Mais la culture est liée à notre identité. Notre identité a besoin de s'affirmer. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi, quand je prends le Togo, entre-temps, l'ancien président, le président Yadema, a dit qu'il ne s'appelait plus Étienne. Voilà. Il ne s'appelait plus Étienne. Il fallait expliquer. Lorsque les gens pourront comprendre réellement cela, ils sauront que, attention, c'est une très bonne décision. Moi, je m'appelle Kossi. Et quand je fouille dans ma Bible, c'est Kossi qu'il y a dans la Bible. Comment? Il n'y a pas Émile, Justin, machin là. Il n'y a pas ces choses dans la Bible. Mais c'est une culture. Là, quand on appelle quelqu'un Émile, tu es français? Est-ce que c'est en France que Dieu est né? Est-ce que c'est non. La culture est liée à ton identité. Mais malheureusement, la forme sous laquelle on nous a amené Dieu. On dit que Kossi là, tu es barbare. Maintenant, je te baptise. Tu vas t'appeler Boniface. Tu vas t'appeler Émile. Tu vas t'appeler Justin, tu vas t'appeler Martin, tu vas t'appeler Daniel. Et quand tu vas, tu fouilles réellement ce prénom qu'on te donne là, tu verras que, attention, tu n'aurais pas dû accepter un tel nom.
Mais Kossi, c'est dimanche. Je suis né dimanche. D'ailleurs, le premier jour que Dieu a créé. Et c'est un non-saint, ça. C'est un non-saint. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est un non-saint. Mais lorsqu'on mélange notre existence avec la culture des autres, ça devient un problème que nous avons. Ça devient une tradition que nous arrivons à acquérir. Mon ami, vous êtes habillé. Ton père, tes parents, n'ont pas cet habillement, mais ils avaient un habillement qui est lié à leur milieu, à leur culture. Aujourd'hui, quand un pasteur met le pagne comme ça et s'en va dans l'église, on va dire comment le pasteur fait comme ça là, comment un pasteur comme ça. Quand on amène le tam-tam par exemple à Tompani, quand on amène ça par exemple dans une église et qu'on commence à jouer, il y a Bobofon qui est arrivé dans l'église là. Alors que c'est ça ta culture. C'est ça ta culture. Et si tu ne peux pas comprendre cela, tu vas se créer des problèmes. Mais aujourd'hui, la pesanteur politique est rentrée. Et on crée cette tradition par force. Ce qui est le clivage que vous avez. On va revenir sur ce clivage, on va avoir le temps de permettre à M. Didier Tukovi de réagir. Oui, mais effectivement, le pasteur a pratiquement tout dit. Mais moi, je voudrais d'emblée, avant d'en arriver vraiment à la question, définir la culture comme l'ensemble de manières de vivre, l'ensemble de procédés de vivre d'un peuple. Ce qui veut dire que chaque peuple a sa culture. Cela étant, nous avons notre culture qui vraiment, quand chemin faisant, on l'a érigé en coutume, puisque quand on parle de coutume, c'est une question de droit. Ce qui est établi et qui doit être respecté et qui a force de loi. Et si nous considérons les choses comme telles, le problème que nous avons eu la dernière fois au niveau de la préfecture de Lac, c'est un problème éminemment grave. Grave dans la mesure où nous ne nous identifions pas à notre culture. Chaque peuple a sa culture et a sa manière donc de vivre. Lorsque la première fois on a pris la pierre, si les gens pouvaient s'en tenir à cette manière de prendre la pierre, on n'aurait pas de problème jusqu'à présent. Je suis de la région. Nous, quand on était enfants, quand on dit il y a la cérémonie de prise de pierre, nous on pensait que c'est une fête. Mais c'est lorsque nous avons grandi que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses derrière cette prise de pierre-là. Et pour ne pas mettre du couteau dans la plaie, nous allons appeler nos frères des Lacs à se revoir et redéfinir donc les principes de prise de cette pierre. J'avais écouté un professeur d'université qui est des Lacs qui a expliqué les choses de fond en comble. La dernière fois, j'ai également écouté M. Nimanche. Il a également dit des choses. Moi, j'aurais aimé. Parce que ce qu'il a dit, c'est intéressant. Qu'on les confronte. Parce que nous, au Togo, on aime appeler des gens d'une manière interposée. Lorsqu'il y a un problème, confrontons les personnes pour pouvoir écouter les uns. Et comme ça, la vérité va jaillir. Et comme ça, on va tirer une leçon de la chose. Monsieur Nimanche, dans son explication, avait dit des choses intéressantes. Même au niveau du professeur aussi, qui des deux maintenant dit la vérité. Et Nimanche a défié que quiconque ne croit pas ce qu'il dit, il est prêt à payer une radio ou bien une télévision pour en débattre publiquement. Ce qui veut dire que c'est un problème personnel, c'est un problème d'intérêt, c'est un problème qui n'est plus un problème coutumier ou bien culturel, mais un problème éminemment politique. Il a dit... Comment on peut en arriver là? Pour en arriver là, c'est les gens disent... on dit ventocratie, vous me permettez. Non, on ne va pas par toute occasion manger. On ne va pas prendre toutes les occasions pour pouvoir manger. Parce que si on prend toutes les occasions pour manger, on est en train d'avilir notre coutume. Franchement, j'en appelle les amis des Lacs à revoir cette situation parce que c'est honteux. Et c'est un truc qui a été vu et su par le monde entier. Et donc, quand ils vont laver le linge, ce ne serait plus maintenant en famille, puisque lorsque le linge sera lavé, il faut arriver à dire à la communauté que voilà, nous sommes arrivés à de meilleurs sentiments et que le problème est réglé. Est-ce qu'il faudrait quand même mêler politique et culture? On devrait faire cet amalgame, pasteur, selon vous? En réalité, la politique devrait se séparer
de tout ça là. Mais il est vrai que la coutume est une source de droit. Étant une source de droit, la coutume s'assoit sur la culture des peuples. Et lorsque on respecte la culture des peuples, il n'y a pas de sacrifice. Vous savez, là où ça devient un problème, c'est là où il y a sacrifice. Vous pouvez faire tout, mais lorsque sacrifice, il faudrait que le sang verse. Ce n'est plus culture, ce n'est plus coutume, mais ça devient tradition. Et ça devient religion. Et comme nos sociétés, nos gouvernements, nos gouvernants s'asseyent sur leurs forces, des forces qui... C'est profond. Oui, ça c'est sur des forces comme ça. Lorsque vous voulez changer, la manière de faire, alors que c'est X ou Y qui est mon répondant, et c'est lui qui est à la base de ma force. Vous voulez le changer, il est évident que cela va constituer un clivage. La même chose se passe avec les pasteurs. Aujourd'hui, il y a les pasteurs du pouvoir et les pasteurs de l'opposition. Il y a la société civile du pouvoir. Oui, la société civile du pouvoir, la société civile du... Ce sont eux qui ont créé tout ça là de toutes pièces. Voilà. Ce n'est pas pour rien, que je me suis escape de la société civile. Parce que chaque fois, lorsqu'on veut se mettre dans la discussion autour des sociétés, pour parler de la société, ce que c'est la société civile, les pesanteurs qui sont là, ces pesanteurs, moi, ne m'intéressent pas. C'est pourquoi je suis... oui, je me retire pour voir. Le temps où Dieu m'a dit d'aller, j'ai été, ce que je pouvais faire, j'ai fait. Est-ce que vous voyez? Mais ces genres de choses viennent se planter dans toutes les dimensions de la société. Les pasteurs, tu vois qu'un homme de Dieu, un homme politique, un parti politique, un président de parti, un président de la République, quand il va parler de Dieu, il va te dire non, que j'ai mon pasteur. Moi, j'ai mon pasteur. Si comme pasteur là, c'est des trucs individuels, qu'il est pasteur pour une personne, c'est des situations difficiles. Et lorsque la personne dit que j'ai mon pasteur, j'ai mon nom, j'ai mon devin, j'ai mon malam, j'ai mon truc là, et que quelqu'un d'autre aussi veut en parler du même domaine, et que vous êtes dans une même culture, il va y avoir de clivage. Il va y avoir de clivage. Et on va se tirailler. C'est Dieu alors qui est en train de créer problème. Dieu crée problème. Dieu ne crée pas problème. Mais c'est religion, le fait de transformer nos cultures, nos coutumes en religion, c'est ça qui crée problème sur notre territoire. Et la politique s'est emmêlée. Puisque les politiciens, c'est pouvoir diviser pour régner. Et une fois que vous-même, vous avez des pesanteurs, des facteurs de division au sein de vous-même, alors le politique va l'exploiter pour vous diviser. Voilà. Et c'est ça qui se passe. Voilà. Okay. Et d'emblée, la politique ne doit pas se mêler donc, à nos traditions, comme on l'a dit. Et maintenant que nous, membres de la société civile que nous sommes, nous disons les choses telles quelles. Lorsque il y a tradition, lorsqu'il y a coutume, lorsqu'il y a fête traditionnelle, qu'est-ce que la politique vient faire si nous-mêmes ne sommes pas intéressés à ce que dit la politique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va un peu dans les fonds des choses, il semble que pour chaque fête traditionnelle, les fêtes sont financées. Qui gère les fonds pour pouvoir faire les fêtes traditionnelles? Donc, ce qui veut dire que chacun voudrait... Quand moi je lis un peu la chose, ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans les lacs, ce n'est pas pour profaner les vaudous, mais c'est pour les intérêts personnels. Et les politiques profitent. On ne doit pas avoir un pasteur. C'est-à-dire, moi, je suis
ministre, donc je vais demander à quelqu'un de venir prier pour moi à la maison. Est-ce que, je voudrais dire en même temps à monsieur le pasteur de m'excuser, voilà aussi ce que les pasteurs font dans ce pays. Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Les pasteurs qui font... Il a évoqué le cas, parce qu'il y avait des pasteurs personnels, les pasteurs de l'opposition, voilà. Du pouvoir. Et alors là, tout le problème est là. Et comment est-ce que si on a cette division-là, on va évoluer dans une société? Lorsque vous évoluez, on dit que non, vous êtes les associations de la mouvance, ou bien vous êtes... nulle part, ça n'existe. Mais qui étiquette ces associations? Qui étiquette, c'est les politiques. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous allons sortir, mais peut-être de cette salle-là, les gens vont nous appeler. Que non, ce que vous avez dit là, comment est-ce que vous pouvez dire des choses comme ça sur l'État? Comment vous pouvez dire des choses? Alors qu'on ne laisse pas les gens s'exprimer, les gens donnent leur point de vue personnel. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas tenace, vous n'allez pas tenir. Donc, ce qui veut dire que nous allons demander aux gens d'être simples. La vie, c'est rien du tout. Les pouvoirs dont ils parlent, nous savons que ça existe. Et les gens pensent que c'est le pouvoir qui leur donne, s'il vous plaît, c'est le pasteur qui leur donne le pouvoir, alors que le pouvoir est donné par Dieu. Et Dieu est unique en son genre. Et lorsque, je ne sais pas, vous allez prier, on vous met l'argent dans la poche. Lorsque on dit, venez faire des déclarations, on vous donne de pognon. Tout ça là, ça ne nous amène nulle part. Donc nous allons demander aux gens que si nous voudrions, bien sûr, parce que ce que vous avez évoqué, c'est un problème de l'heure, mais j'espère que pour l'année là, les amis de Gand ont franchi le Rubicon et il faut qu'ils reviennent de meilleurs sentiments. Sinon, c'est comme ça, il a dit, le politique il va vous diviser et il a réussi son coup. Merci. Voilà. Merci à vous, pasteur Didier Atoukovi. Didier Atoukovi, j'ai dit. Alors vous êtes peut-être pasteur aujourd'hui, hein, parce que vous appelez pasteur. Je suis en face de moi. Pasteur, voilà. Pasteur, voilà. Oui, vous savez, ce que nous disons, un pasteur, il gère la société, il gère les individus. C'est pourquoi on les appelle consacrés. Lorsque un pasteur connaît individuellement chacun de sa chapelle. Et il est évident que lorsque quelqu'un a des problèmes, il peut t'appeler, pasteur. Ce n'est pas encore un péché. Mais si vous allez, dites-lui ce qu'il faut. Mais quand je viens vers toi, je sais que tu es adultère. Je ne te dis pas que tu es adultère. Tu es assassin, tu es voleur, tu es ceci. Je ne te le dis pas. Et que je viens vers toi et je prie seulement, cela veut dire que je ne suis pas pasteur. Il faut parler aux gens de façon franche. Dire ce qu'il est avant de chercher à comprendre et à le transformer pour Dieu. Parce que c'est ce que nous laisse le rôle que nous jouons. Mais quand je viens vers toi et que c'est parce que tu as de l'argent à me donner, alors je ne suis pas pasteur. Il ne faut pas appeler celui-là pasteur. Non. Voilà. Il faut mais aujourd'hui, c'est monnaie courante. Hein? Justement, ça peut être monnaie courante quelque part, sur toute la terre. Quand je lis ma Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les bons n'ont jamais dépassé les mauvais en nombre. Dans une société, les mauvais sont toujours en grand nombre et les bons sont en petit nombre. C'est pourquoi leur nom retentit. Voilà. C'est pourquoi on parle de leur nom. Que, lui là, il ne fait pas ça, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça. C'est un nom que tu es en train de prendre. Parce qu'il faut être juste, il faut chercher à être justifié par la foi que tu as en Jésus-Christ. Ce que Jésus est venu nous faire, c'est terrible. Il est mort pour moi, à cause de moi, mes péchés. Alors, il ne faudrait pas que je le recrucifie encore. Il faut dire la vérité aux gens. Et je lance l'appel pour que nous, en tant que serviteurs de Dieu, dis la vérité aux gens. Si la personne ne te donne pas, ça ce n'est pas un problème. Mais sa vie est meilleure que ce qu'il va te donner. Okay. Merci. Voilà, merci à vous. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, aborder la dernière ligne droite de cette émission avec l'actualité hors de chez nous. Je veux parler du Gabon où la tension a atteint son paroxysme. Nous allons suivre cet élément. Nous allons revenir tout juste après pour le décryptage avec nos invités. Une délégation d'observateurs de l'Union africaine au Gabon. Les émissaires de l'institution panafricaine vont assister la Cour constitutionnelle
dans son examen du recours déposé par l'opposant Jean Ping. Mais ce mardi, c'est aussi le président Bongo qui a déposé un recours. Le candidat malheureux à la présidence a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. J'ai également déposé devant la Cour constitutionnelle des éléments démontrant la violation de notre code électoral. Ali Bongo, le président sortant, a été réélu au scrutin de la présidentielle du 27 août. Il est accusé par son rival d'avoir tronqué le résultat. Le recours vise à exiger le recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, fief des Bongo. Saisi le jeudi 8 septembre dernier, la Cour constitutionnelle dispose de 15 jours pour se prononcer. Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Le Point et nous recevons pour le compte de ce numéro Didier Atoukovi. Il est le directeur exécutif de l'ONG Dimension Sociale, le Togo. Et nous avons également le second invité sur ce plateau qui n'est tout autre que le pasteur Agoudavi, l'ancien président du CASCOT. Alors, chers invités, vous venez de suivre un peu l'actualité au Gabon. C'était l'occasion pour nous de nous intéresser même sur la problématique des élections sur le continent africain. Élections riment toujours avec... voilà, violence et contestation. Réaction? Merci. Encore une fois, ce que nous sommes en train de vivre au Gabon, même à l'heure actuelle, c'est un problème difficile à parler. Difficile dans la mesure où nous ne sommes pas... Personnellement, je ne sais pas dans quel continent nous sommes. Voilà, au continent africain. Continent africain qui a tant de problèmes lorsque nous avons opté pour la démocratie. Il faut qu'on fasse la démocratie. Ou on n'opte pas pour la démocratie, on fait ce qu'on veut. Voilà. Ce qui s'est passé au Gabon, franchement, moi je l'ai suivi de bout en bout. Et moi je les appréciais parce qu'il y avait une télévision qu'on appelle RTN qui semble être une télévision privée qui donnait les résultats point par point. Et je me suis demandé, comme si eux n'arrivent pas à arrêter ce processus-là, on allait aboutir quand même à un résultat quand même accepté par tous. Et voilà, lorsque le résultat allait être prononcé, voilà, on a prononcé un autre résultat, on a donné un autre résultat. Ce qui a suscité... Donc, les résultats proclamés par la télévision étaient différents des résultats qui... Sur la télévision privée, c'est différent. Parce que lorsqu'ils avaient fait la compilation, ils avaient fait la compilation de toutes les régions, sauf la région du Haut-Ogooué. Oui, voilà. Et ils avaient déjà eu 68%. En faveur du candidat Ping. Voilà. Et donc, paradoxalement, qu'on a vu, et puis quand vous avez vu le score est très serré entre les deux candidats, et comme vous l'avez dit, on doit reculer un peu pour revoir la démocratie en Afrique. Ou soit on organise les élections, ou on n'organise pas. Et surtout, moi, ce qui en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est la perte des vies humaines. Lorsque on organise des élections, et on organise les élections pour que les gens meurent, est-ce que ça vaut la peine? On est président pour gouverner qui? Pour gouverner les morts, ou bien pour gouverner ceux-là qui sont en prison? Donc, ce qui veut dire que nous allons essayer de copier les bonnes choses. Copier les bonnes choses, c'est de proclamer les bons résultats. Et si c'est Ping qui a réussi, on lui donne le pouvoir. Et en 5 ou 7 ans encore, ils vont encore aller aux élections. Et peut-être l'autre va encore... Il est jeune d'ailleurs. Voilà. Il est jeune. Peut-être Jean Ping est en train de jouer cette dernière cartes. Et il va falloir qu'on nous dise la vérité. Et je voudrais terminer en disant que lorsque, par exemple, il y a eu des élections dans d'autres pays, l'Union européenne ne se prononce pas directement comme ça sur les élections. Mais pour cette fois-ci, elle s'est prononcée. Est-ce que ça ne nous explique pas qu'elle avait un candidat, elle avait un parti pris? C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Qu'on laisse les Africains organiser leurs élections. Et je me demande même combien de fois les Africains vont aller observer les élections en Europe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourquoi c'est nous qui allons prendre l'argent chez eux et les appeler, venir observer les élections? Ils partent avec ce sous-là et la pauvre population va s'endetter pour pouvoir payer ça. Ce qui veut dire qu'il y a une prise de conscience qui est demandée à tous les Africains. Nous n'allons pas quand même terminer cette affaire en jetant de fleurs aux Béninois qui organisent des élections sans problème. C'est peut-être parce qu'ils ont des institutions fortes au Bénin. Est-ce que c'est une question d'institution, mon frère? C'est pas une question d'institution. Quand vous avez entendu tout à l'heure le président Ali, il a dit que ils ont, comment l'appelle-t-on, un code électoral qui est violé. Est-ce que lui, de son côté, il respecte donc ces codes-là? Est-ce que les gens de son rang, est-ce qu'ils voudraient qu'il y ait alternance dans ce pays-là? Et puis moi aussi, je voudrais dire qu'il faut qu'on
nos gouvernants riment avec le peuple. Voilà. Lorsque vous voulez gouverner un peuple et le peuple n'est pas avec vous, j'espère que vous n'allez pas quand même avoir un bon résultat. Il faut écouter le peuple et faire à leur désirata, entre guillemets. Donc je voudrais que les populations, ou bien les chefs d'État africains, ou bien nos gouvernants, reviennent à de meilleurs sentiments pour pouvoir organiser des élections, pour ne pas perdre de vue sur tout ce que moi je veux. Quand on perd des vies, parce que je suivais un élément sur télévision là où les parents viennent pleurer parce qu'on a mis des gens en prison. D'autres ont disparu. Voilà. Donc on voudrait voir si au moins leurs enfants vivent d'abord avant de dire le reste. Voilà. Vous voyez? Donc organiser les élections, donc c'est les enfants disparaissent. Pasteur, pas sérieux. Merci pour ce débat ce jour. C'est important que nous puissions voir assez de temps. Mais il n'y a pas de temps pour ce débat. L'Afrique est vraiment malade. L'Afrique est malade. Est-ce que nous sommes indépendants? Est-ce que réellement nous sommes indépendants? Si nous sommes indépendants, nous allons valoriser notre culture de la valeur de l'être humain. Voilà. Nous allons valoriser l'être humain. Mais lorsque nous sommes dans des moments électoraux, il y a toujours des pesanteurs. Ce n'est pas parce que l'Union européenne n'a pas intervenu directement quelque part qu'on va dire qu'il n'y a pas de parti pris. Il n'y a pas d'élection en Afrique qu'on ne connaît pas le résultat d'avance. Et les calculs se font ailleurs. Et vous, on va vous utiliser pour se créer des problèmes sans le savoir. Des institutions très fortes dont on parle, vous allez en mettre sur pied quand? C'est par rapport à l'histoire que vous avez. Lorsque je sais que je suis assis ici aujourd'hui, et éventuellement, si je dis, bon d'accord, je ne veux plus être assis ici, après que je ne sois plus là, est-ce que je suis hanté ou je ne suis pas hanté par certaines situations? Il y a des questions que les Africains se posent pour dire que, attention, si je meurs là-bas, c'est mieux. C'est mieux que d'avoir la situation d'Hissène Habré. D'avoir la situation de Pinochet. Oui, de Pinochet, de ces gens-là. Et c'est pourquoi, lorsque nous parlons du Bénin, le Bénin, son histoire est propre. Il n'y a pas d'ancien président inquiété au Bénin. Pour qu'on crée des clivages dans ce contexte-là. Mais quand il y a des anciens présidents inquiétés dans d'autres pays, il est évident que les clivages vont toujours continuer. Pour le cas du Gabon, le président Bongo est parti. Et il faut savoir que c'est aussi un des leaders charismatiques. Et quand on t'appelle leader charismatique, c'est qu'on t'insulte. Les Blancs ne s'appellent pas leader charismatique. C'est à vous, là. Quand on t'explique ce que c'est leader charismatique, tu vas... Après leader charismatique, la succession est toujours difficile. Très, très difficile. Et c'est le cas que nous voyons aujourd'hui au Gabon. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que les gens prennent conscience des peuples qui sont avec eux. Et la Cour constitutionnelle qui est en train d'examiner actuellement les résultats, que cette Cour ne se lève pas pour déclarer quoi que ce soit. Moi, mon souhait pour les Gabonais, c'est que cette Cour constitutionnelle milite en faveur de l'union des Gabonais. Et s'il faut même arriver à un gouvernement de transition là-bas et planifier les choses pour qu'il n'y ait pas de problème, puisque quel que soit les cas aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle proclame X ou Y, qu'en réalité c'est lui le vainqueur, le Gabon n'est pas sorti. Le Gabon n'est pas sorti. En tant que juriste, ces membres de la Cour constitutionnelle doivent œuvrer
et pacifier le pays, puisque la balle est maintenant dans leur camp. Il ne faut pas se créer des problèmes. Et c'est cela que moi je peux proposer aujourd'hui aux Gabonais, afin qu'il y ait de la paix là-bas. Sinon, quand ça va s'embraser encore là, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes. Et les pesanteurs, les discussions qui sont ailleurs vont se transformer encore en faveur d'un certain génocide. Quand je suivais quelque chose, un clip, un documentaire, et que je me rends compte, par exemple, que le génocide rwandais, ce n'est que la guerre entre la France et les États-Unis qui s'est transposée là. C'est dans un documentaire, je regardais, je dis, mais comment d'autres vont venir se battre sur notre territoire? Et c'est ça les foyers de tension en matière des élections dans tous les pays africains. C'est les combats délocalisés que nous avons. Comprenez bien, à la date d'aujourd'hui, hier, on organisait des conférences dans les pays hôtes. Le Japon organisait sa conférence pour l'Afrique, délocalisée en Afrique. L'Inde organisait ses conférences pour l'Afrique. L'Inde-Afrique, délocalisée en Afrique. La France, délocalisée. Les États-Unis. L'Afrique est un continent vierge aujourd'hui en matière de développement. Oui. Les ressources sont là. Ne perdez pas de vue que la guerre froide en matière d'armement est passée, mais aujourd'hui c'est la guerre froide financière. Il faut que les Africains soient réveillés pour ne pas tomber dans le trou de ces gens-là qui veulent détruire l'Afrique et prendre nos ressources. Et il faut que nous soyons vraiment conscients pour analyser de telles choses et que des élections ne soient pas un problème pour nous, mais que des élections viennent résoudre des problèmes. Voilà. Merci à vous, pasteur Kwasi Agoudavi, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes pasteur et également ancien président du CASCOT. Merci également à vous, monsieur Didier Atokouvi, directeur exécutif de Dimension Sociale Togo. Merci d'être passé sur ce plateau, c'est un plaisir. Merci également à vous à la maison de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau rendez-vous de votre